Imaginez, il est minuit, dans une pièce obscure. Seul le faible reflet d'un miroir éclaire votre visage. Vous vous penchez en avant, les mâchoires serrées, comme si vous alliez déclarer la guerre à vos démons intérieurs. Et murmurez fermement, « Je m'accepte pleinement. Je suis assez. » Mais au fond de vos yeux, une ombre se dessine en un sourire amer. Vous savez que c'est un mensonge. Vous répétez ce rituel depuis des années, devant ce même miroir impitoyable, tandis que l'écho de vos mots se dissout dans le néant. Vous avez parcouru ce chemin à bout de souffle, dévorant manuels de développement personnel, griffonnant des listes interminables de vertus à cultiver, récitant des mantras à l'aube, tel un pèlerin en quête de salut. Vous avez tenté de vous sculpter, de polir chaque fissure, de forger une armure d'habitude irréprochable. Mais un jour, dans le silence d'un ancien texte chinois, ayant traversé les millénaires, une question surgit qui vous laissa anéanti. Et si, en vous, rien n'était brisé qui mérite d'être réparé? Et si le véritable poids ne résidait pas dans vos défauts, mais dans le ciseau que vous maniez sans relâche? Si vous prenez une grande inspiration maintenant, vous connaissez probablement ce combat. Pendant des décennies, nous avons traité l'amour-propre comme une matière scolaire, avec des interrogations surprises et des notes à la clé, à la poursuite d'une version idéalisée de nous-mêmes qui brille au terme d'un marathon de 6 semaines. Mais soyons francs dès le départ. Je ne vais pas vous servir un plan magique en 10 points pour gonfler votre ego. Je vais démanteler l'illusion qui vous retient prisonnier. Ce n'est pas un baume pour l'âme. C'est le témoignage brut de quelqu'un qui a gravi des montagnes de développement personnel pour finalement découvrir que le sommet n'était qu'un mirage. C'est le moment où vous soupçonnez que le verbe « réparer » est un poison déguisé en remède. La machine du bien-être moderne nous a injecté 3 idées toxiques qu'il nous faut extirper. La première, l'idée que l'amour de soi est une compétence à perfectionner, comme accorder un violon ou mémoriser des gammes. Le matin, des affirmations en boucle. Le soir, des carnets de gratitude qui s'enrichissent comme des trophées. Imaginez un musicien débutant s'exerçant pendant des heures, transpirant sur ses cordes, persuadé que la maîtrise s'acquiert par la répétition mécanique. Et si l'amour de soi n'était pas un instrument, mais le silence entre les notes où la mélodie respire? La seconde illusion, que cet amour supposé vous propulse vers une nouvelle version de vous-même, plus mince, plus efficace, plus zen, un super-héros à l'abri du chaos du monde. Imaginez un pont suspendu au-dessus d'un abîme, votre moi actuel, fragile et plein de fissures, traversant vers le rivage doré de la perfection. Mais traversez ce pont et découvrez que le rivage n'est que le début d'un abîme encore plus profond. Chaque amélioration engendre une nouvelle norme, un nouveau vous exigeant toujours plus. C'est un cycle infernal, comme une rivière qui s'emballe, dévorant son propre courant. Le troisième mensonge, le plus cruel. Si vous ne vous sentez pas épanoui, c'est que vous échouez dans la mise en œuvre. Plus d'efforts, plus d'applications, plus de coachs qui hurlent derrière leurs écrans. Vous n'êtes pas assez impliqué, s'écrie-t-il. 30 ans de ce dogme et les statistiques sur le burn-out mental sont sans appel. Anxiété croissante, dépression, telle une peste silencieuse. Il y a quelque chose de nauséabond dans ce festival de promesses non tenues. Remontons 2500 ans en arrière. Dans les collines brumeuses de la Chine ancienne, un sage nommé Lao Tzu a gravé sur de fragiles rouleaux une vérité tranchante comme une épée. Les êtres humains n'ont pas besoin de couches supplémentaires de vernis. Ils ont besoin de se débarrasser de celles qui les étouffent déjà.
Avant d'aller de l'avant, faites une pause. Respirez. Demandez-vous, au plus profond de vous-même, quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de vous poser devant vous, sans être constamment préoccupé par l'avenir? Pas une respiration volée entre deux tâches, pas une sieste avant une nouvelle conquête. Un instant de pureté où aucune version, améliorée de vous-même, ne rôdait, prête à vous juger. Si ce souvenir s'évapore comme de la fumée, vous n'êtes pas seul. Cette amnésie collective est au cœur du malaise. Pensez à l'amour-propre prôné par les gourous, un château que l'on bâtit brique par brique. Des réussites éclatantes comme des tours, des routines matinales comme des murs, un corps sculpté comme des douves protectrices. C'est une construction obsessionnelle, toujours en cours, avec des échafaudages à n'en plus finir et la poussière des rénovations imminentes. Chaque pas en avant révèle un nouveau défaut. Cette pièce manque de lumière. C'est elle d'un plafond plus haut. Le piège est subtil et mortel. Plus on ajoute, plus on accumule de raisons d'être insatisfait. Car le regard scrutateur, celui qui compare le suffisant au insuffisant, ne s'éteint jamais. Ce regard n'est pas de l'amour, c'est le bourreau déguisé en architecte. Imaginez un fonctionnaire impitoyable, un bureaucrate aux lunettes embuées et un bloc-notes sous le bras. À l'aube, avant même que vos paupières ne soient complètement ouvertes, il vous distribue déjà les tâches quotidiennes. Répondre au courriel avec une précision chirurgicale. Se dépenser à la salle de sport. Se nourrir sainement. Sourire à son / sa partenaire. Dévorer les chapitres inachevés. Garder son calme face à la tempête au travail. Nous appelons cela discipline, évolution, mais c'est une prison aux barreaux dorés. Lao Tzu l'avait déjà compris il y a des millénaires. Nous nous sommes ensevelis sous des couches d'attente, oubliant la terre originelle qui se trouvait en dessous. Au lieu d'en rajouter, il propose l'impensable, creuser, mettre à nu. Dans le Tao Te Ching, un terme résonne comme un écho ancestral. Pu, le bois brut, le bloc informe avant que le sculpteur n'y impose sa vision. Ce n'est pas une bûche maladroite, attendant de devenir Bouddha ou une épée légendaire. C'est du bois dans son essence même. Précieux pour ce qu'il est, non pour ce qu'il promet de devenir. Votre essence, avant les applications qui surveillent chacun de vos mouvements comme des geôliers numériques, avant les messages viraux promettant une version ultime de vous-même, possédait déjà cette intégrité. Ce n'était pas une ébauche imparfaite, c'était un tout. Il ne s'agit pas de paresse déguisée en sagesse. Il s'agit de reconnaître que vos outils de développement blessent souvent plus qu'ils ne sculptent, laissant des plaies au nom du progrès. En 2026, c'est le tourbillon des notifications. Votre téléphone clignote. Une application murmure « Méditez maintenant ». Une autre compte les battements de votre cœur comme un bourreau. Une troisième dissèque vos rêves en statistiques froides. Des influenceurs défilent sur des fils d'actualité interminables, brandissant les formules pour une version idéalisée de vous-même. Chaque gadget est innocent pris individuellement, mais réuni sous le regard omniscient du projet perpétuel, ils deviennent une machine à insatisfaction. Pire encore, elles contaminent vos relations humaines. La personne qui dort à vos côtés ressent votre absence. Vous sentez sa chaleur, mais votre esprit est ailleurs, à mesurer, à ajuster, à projeter un futur moi. Tu n'es jamais là, vous dit-elle, et vous explosez sur la défensive. Car vous êtes là, mais incomplet. Vous êtes avec le modèle de vous-même, et non avec celui qui respire maintenant. Sous la surface clinquante de l'amour-propre commercial se cachent 3 strates oubliées.
telles des ruines sous une ville moderne. La première, ce qu'on appelle amour-propre, est, en essence, du narcissisme poli à l'encens. Admire ton reflet, souviens-toi de ton unicité, défends ta force bec et ongle. C'est l'ego qui gonfle, la même voix critique désormais filtrée. Des études approfondies, comme celle de la psychologue Kristen Neff, après des décennies passées dans des laboratoires texans, le révèlent au grand jour. Une estime de soi démesurée engendre des comparaisons toxiques, une colère refoulée et une fragilité psychologique. La véritable bienveillance envers soi-même, en revanche, ne construit pas de trône. Elle dissout les barrières. Lors de tests menés auprès de milliers de personnes pendant des mois, elle a démontré que la véritable valeur naît d'une douce acceptation de la douleur, et non d'un piédestal érigé par l'individu. Le second niveau, le cœur du Tao. Il ne s'agit pas de s'aimer ostensiblement, mais de cesser de s'interposer constamment. Le Wu Wei, cette non-action qui n'est pas inertie, mais écoulement sans effort. Imaginez-le comme une rivière qui ne lutte pas contre les rochers. Elle serpente simplement, érodant les obstacles avec une patience infinie. Appliquez à vous. Vous vous mêlez de tout depuis des décennies, corrigeant chaque mot des conversations, scrutant vos propres gestes comme un censeur paranoïaque. Le sage murmure « Arrêtez », non par paresse, mais pour que l'authenticité puisse émerger sous le vernis des corrections. Le troisième niveau, le plus tranchant, connaître les autres, c'est de la perspicacité. Se connaître soi-même, c'est la vraie lumière, dit le chapitre 33 du Tao Te Ching. Mais se connaître soi-même n'est pas un inventaire de défauts à corriger. C'est observer sans arrière-pensée, comme un miroir qui capte les nuages passagers sans les retenir, voir sans altérer. Dans cet acte, l'amour de soi se révèle non comme une conquête, mais comme un abandon. Puis revient. Votre essence originelle n'implorait pas d'être sculptée. Elle existait déjà. Ce que vous avez sculpté est peut-être de l'insécurité déguisée en ambition. Des couches qui dissimulent au lieu de révéler. Laissez-moi vous brosser un tableau saisissant, né de mes propres ombres. C'était un hiver rigoureux, minuit enveloppant mon atelier d'un voile gris. La lampe projetait une lumière ambrée et lasse sur un carnet ouvert, ma plume griffonnant des confessions, des défauts récurrents comme de vieux fantômes, des routines à peaufiner, des ombres tapies dans des habitudes rances. La deuxième page brûlait sous l'encre lorsqu'un frisson me parcourut les pieds. Ce fut comme un coup sourd. Depuis mes 25 ans, pendant plus de 30 ans, j'avais tissé ces listes comme une tisserande obsessionnelle, tissant des linceuls nocturnes d'autocritique. Je refermais le carnet d'un clic sec. Point d'épiphanie mystique, seulement une lassitude colossale et sincère qui criait « 30 ans, c'est bien assez pour juger ». Et si ce sentiment d'inadéquation n'était pas ma faute, mais l'épuisement de me métamorphoser en une éternelle étrangère. Cette nuit-là, me sentant ridicule et libéré, j'ai évité les applications comme la peste. J'ai dormi sans protection. L'eau sereine ne cherche pas à refléter le ciel. Dans son immobilité, elle capture tout, les nuages déchaînés, les étoiles indifférentes, le passage des bateaux au loin. C'est ainsi que fonctionne l'amour de soi taoïste. Non pas un atelier de restauration, ni des mantras récités comme des prières vides, ni un moi adouci mois après mois. Il s'agit de calmer la tempête intérieure, de laisser émerger le reflet limpide. Voici votre unique et véritable appel à l'action, un pacte entre nous. Choisissez une journée entière, 24 heures sans répit. Lorsque la voix critique se fera entendre, et elle le fera,
telle une voleuse dans la nuit, murmurant « Tu aurais dû te taire. Lève-toi, mange sainement, sois irréprochable. » Répondez-lui avec cette simple formule tranchante. « Je suis déjà entier, ici et maintenant, tel que je suis. » Ne le ressentez pas, déclarez-le simplement. Cette journée ne sera pas un paradis. Ce sera un miroir implacable, révélant des dizaines, voire des centaines d'auto-jugements au cours d'une journée ordinaire. Cette seule révélation suffit à briser la glace. Cela rappelle la fable de Zhuangzi, ce sage contemporain de Lao Tzu. Un homme terrifié par son ombre perfide et les empreintes qui trahissaient son passage, résolut de fuir. Il courut comme un possédé, ses pieds volant sur la terre brûlante. Mais chaque foulée laissait une nouvelle marque, et l'ombre s'accrochait fidèlement, moqueuse. Il accéléra jusqu'au délire, les poumons en feu, avant de s'effondrer, inanimé. Le narrateur conclut avec une compassion intense. La patience sous un arbre aurait dissipé l'ombre, le silence, les empreintes. Vous courez de la même manière, liste comme pas frénétique, livre comme vent qui attise les flammes de la poursuite. Fuyant vous-même vers un mirage plus prometteur, vous laissez derrière vous une traînée d'efforts vains. L'ombre n'est pas exorcisée par la vitesse, elle disparaît dans le silence. Retourne à ce miroir cette fois. Ne cherche pas les mots, contente-toi de contempler. Le visage de l'autre côté, des rides marquées par les batailles, des yeux qui ont vu l'aube et l'abîme, un corps qui a porté des mondes. Plus de tâches inachevées, plus de projets d'amélioration, plus le poids des lignées ancestrales. Dans ce regard nu, sans l'envie de changer, tu trouveras l'amour que le Tao reconnaîtrait. Non pas l'effort, mais la présence. L'eau calme, reflet de la lassitude du voyage. La faible lueur des lampes qui s'allument tardivement, 30 ans d'effort. Et l'observateur silencieux qui sait que trop, c'est trop. Si ces mots vous ont touché, ils révèlent votre vérité brute. Quand vous êtes-vous autorisé à simplement être, sans la pression constante de l'amélioration? Ne cherchez pas de réponse toute faite, seulement l'honnêteté. Ici, on ne forge pas d'idoles, on met au jour les vérités. Imaginez, il est minuit, dans une pièce obscure, seul le faible reflet d'un miroir éclaire votre visage. Vous vous penchez en avant, les mâchoires serrées, comme si vous alliez déclarer la guerre à vos démons intérieurs, et murmurez fermement « Je m'accepte pleinement, je suis assez ». Mais au fond de vos yeux, une ombre se dessine en un sourire amer. Vous savez que c'est un mensonge. Vous répétez ce rituel depuis des années, devant ce même miroir impitoyable, tandis que l'écho de vos mots se dissout dans le néant. Vous avez parcouru ce chemin à bout de souffle, dévorant manuels de développement personnel, griffonnant des listes interminables de vertus à cultiver, récitant des mantras à l'aube tel un pèlerin en quête de salut. Vous avez tenté de vous sculpter, de polir chaque fissure, de forger une armure d'habitude irréprochable. Mais un jour, dans le silence d'un ancien texte chinois ayant traversé les millénaires, une question surgit qui vous laissa anéanti. Et si, en vous, rien n'était brisé qui mérite d'être réparé? Et si le véritable poids ne résidait pas dans vos défauts, mais dans le ciseau que vous maniez sans relâche? Si vous prenez une grande inspiration maintenant, vous connaissez probablement ce combat. Pendant des décennies, nous avons traité l'amour-propre comme une matière scolaire, avec des interrogations surprises et des notes à la clé, à la poursuite d'une version idéalisée de nous-mêmes qui brille au terme d'un marathon de 6 semaines. Mais soyons francs dès le départ. Je ne vais pas vous servir un plan magique en 10 points pour gonfler votre ego.
je vais démanteler l'illusion qui vous retient prisonnier. Ce n'est pas un baume pour l'âme, c'est le témoignage brut de quelqu'un qui a gravi des montagnes de développement personnel pour finalement découvrir que le sommet n'était qu'un mirage. C'est le moment où vous soupçonnez que le verbe « réparer » est un poison déguisé en remède. La machine du bien-être moderne nous a injecté 3 idées toxiques qu'il nous faut extirper. La première, l'idée que l'amour de soi est une compétence à perfectionner, comme accorder un violon ou mémoriser des gammes. Le matin, des affirmations en boucle. Le soir, des carnets de gratitude qui s'enrichissent comme des trophées. Imaginez un musicien novice s'exerçant des heures durant, transpirant sur les cordes, persuadé que la maîtrise s'acquiert par la répétition mécanique. Mais si l'amour de soi n'était pas un instrument, mais le silence entre les notes où la mélodie respire. Pensez à un violoniste qui, épuisé par ses gammes, laisse tomber son archet. Dans ce vide, une mélodie improvisée émerge, pure sans partition. Voilà ce qui est le véritable repos intérieur, non pas pratiqué, mais autorisé. La seconde illusion, cet amour supposé vous propulse vers une nouvelle version de vous-même, plus mince, plus efficace, plus zen, un super-héros à l'épreuve du chaos. Imaginez un pont suspendu au-dessus d'un abîme. Votre moi actuel, fragile et plein de failles, s'avance vers le rivage doré de la perfection. Mais traversez ce pont et découvrez que le rivage n'est que le début d'un abîme encore plus profond. Chaque amélioration engendre une nouvelle norme, une nouvelle version de vous-même exigeant toujours plus. C'est un cycle infernal, comme une rivière qui s'emballe et dévore son propre courant. Cela rappelle le mythe grec de Sisyphe, condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une colline pour le voir redescendre aussitôt. Votre meilleure version est ce rocher. Chaque sommet révèle une pente plus abrupte et l'effort se multiplie à l'infini. Le troisième mensonge, le plus cruel, si vous ne vous sentez pas épanoui, c'est que vous échouez dans la mise en œuvre. Plus d'efforts, plus d'applications, plus de coachs qui hurlent du haut de leurs écrans. Vous n'êtes pas assez impliqué, clament-ils. 3 décennies de ce dogme et les statistiques sur le burn-out mental sont sans appel. Anxiété croissante, dépression, telle une peste silencieuse. Dans les pays prospères, où les applications de pleine conscience sont téléchargées par millions, le taux de suicide chez les jeunes grimpe en flèche. Il y a quelque chose de nauséabond dans ce festival de promesses non tenues. Pourquoi, alors que nous disposons de plus d'outils que jamais, nous sentons-nous plus fragmentés? Remontons 2500 ans en arrière. Dans les collines brumeuses de la Chine ancienne, sous un ciel lourd de nuages comme autant de voiles de mystère, un sage nommé Lao Tzu a gravé sur de fragiles rouleaux une vérité tranchante comme une épée. L'humanité n'a pas besoin de couches supplémentaires de vernis. Elle doit se débarrasser de celles qui l'étouffent déjà. Avant d'aller plus loin, faites une pause. Inspirez profondément. Sentez l'air entrer comme une rivière paisible. Demandez-vous, au plus profond de vous-même, quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de vous poser devant vous, sans être constamment préoccupé par l'avenir? Pas une respiration volée entre 2 tâches. Pas une sieste avant une nouvelle conquête. Un instant pur où aucune version améliorée de vous-même ne rôdait, prête à vous juger. Si ce souvenir s'estompe comme de la fumée, vous n'êtes pas seul. Cette amnésie collective est au cœur de notre malaise, un vide que nous avons comblé par le bruit numérique et les attentes que nous nous imposons. Songez à l'amour-propre prôné par les gourous, un château que l'on bâtit brique par brique,
des réussites éclatantes comme des tours, des routines matinales comme des murs, un corps sculpté comme des douves protectrices. C'est une construction obsessionnelle, toujours en chantier, avec des échafaudages permanents et la poussière des rénovations à venir. Chaque avancée révèle un nouveau défaut. Cette pièce manque de lumière, cette aile d'un plafond plus haut. Le piège est subtil et mortel. Plus on ajoute, plus on accumule de raisons d'être insatisfait. Car le regard scrutateur, celui qui compare le suffisant au insuffisant, ne s'éteint jamais. Ce regard n'est pas de l'amour, c'est le bourreau déguisé en architecte. Imaginez un peintre obsédé par sa toile. Chaque coup de pinceau améliore le tableau, mais la critique intérieure le pousse à gratter couche après couche jusqu'à ce qu'il ne reste que la toile nue, paradoxalement intacte. Imaginez un fonctionnaire implacable, un bureaucrate aux lunettes embuées et au bloc-notes sous le bras, enchaînant les heures supplémentaires dans le bureau morne de votre psyché. À l'aube, avant même que vos paupières ne soient complètement ouvertes, il déroule déjà son rapport quotidien, répond au courriel avec une précision chirurgicale, transpire à la salle de sport jusqu'à l'épuisement, nourris-toi d'aliments purs comme un moine ascète. Souris à ta partenaire avec des dents parfaites. Dévore les chapitres inachevés dans le silence du métro. Reste calme dans la tempête du travail, tel un phare inébranlable. Nous appelons cela discipline, évolution, mais c'est une prison aux barreaux dorés. Lao Tzu l'avait déjà compris il y a des millénaires. Nous nous sommes ensevelis sous des couches d'attente, oubliant l'argile originelle en dessous. Au lieu d'en rajouter, il propose l'impensable, creuser. Décoller couche par couche, comme un archéologue exhumant une statue oubliée, non pour la restaurer, mais pour l'admirer dans sa forme. Ancestrale, marquée par le temps. Dans le Tao Te Ching, un terme résonne comme un écho ancestral. Pu, le bois brut, le bloc informe avant que le sculpteur n'y impose sa vision. Ce n'est pas une bûche maladroite attendant de devenir Bouddha ou une épée légendaire. C'est du bois dans son essence même, précieux pour ce qu'il est, non pour ce qu'il promet de devenir. Votre essence, avant les applications qui surveillent chacun de vos mouvements comme des geôliers numériques, avant les messages viraux promettant une version ultime de vous-même, possédait déjà cette intégrité. Ce n'était pas une ébauche imparfaite, c'était un tout. Il ne s'agit pas de paresse déguisée en sagesse. Il s'agit de reconnaître que nos outils de développement blessent souvent plus qu'ils ne sculptent, laissant des plaies au nom du progrès. Imaginez un vieux bloc de chêne dans un atelier poussiéreux. L'artisan le contemple, tenté de sculpter un dragon mythique, mais laissé intact. Il résiste aux tempêtes, abrite des nids d'oiseaux, vieillit avec une grâce sauvage. En 2026, un tourbillon de notifications envahit l'air comme une nuée électronique. Votre téléphone clignote, une application murmure « Méditez maintenant ou vous échouerez ». Une autre compte les battements de votre cœur, comme un bourreau implacable. Une troisième dissèque vos rêves en statistiques froides et impitoyables. Des influenceurs défilent sur des flux infinis, brandissant les formules pour une version idéalisée de vous-même, avec des sourires éclatants et des corps sculptés dans des salles de sport vitrées. Chaque gadget est innocent, pris individuellement, mais réuni sous le regard omniprésent du projet perpétuel. Ils deviennent une machine à frustration implacable. Pire encore, elles contaminent vos relations humaines. La personne qui dort à vos côtés ressent votre absence, comme un vide dans le lit. Vous sentez sa chaleur, mais votre esprit est ailleurs,
calculant vos calories mentales, ajustant vos émotions, projetant une image parfaite de vous-même dans le futur. « Tu n'es jamais là », dit-elle d'une voix brisée, et vous explosez sur la défensive. Parce que vous êtes physiquement présent, mais pas entier. Vous êtes avec le plan de vous-même, un projet architectural en perpétuelle révision, et non avec celui qui respire, trébuche et aime dans l'instant présent, à l'état brut. Sous la surface scintillante de l'amour-propre commercial se cachent 3 strates oubliées, telles des ruines sous une ville moderne de néons et de promesses. La première, ce qu'on appelle l'amour-propre, est en essence un narcissisme poli à l'encens et aux bougies parfumées. Admirez votre reflet dans des selfies parfaits. Rappelez-vous votre unicité grâce à des publications motivantes. Défendez votre force bec et ongles dans des débats toxiques. C'est l'ego qui gonfle, cette même voix critique désormais adoucie par des filtres et des hashtags inspirants. Des études approfondies, comme celle de la psychologue Christine Neff, après des décennies passées dans des laboratoires texans, le mettent impitoyablement à nu. Une estime de soi démesurée engendre des comparaisons toxiques avec des inconnus sur les réseaux sociaux, une colère refoulée qui explose par à-coups et une fragilité au moindre revers. La véritable bienveillance envers soi-même, en revanche, ne construit pas de trône. Elle dissout les barrières comme une douce pluie sur la glace. Au cours de tests menés auprès de milliers de personnes pendant des mois, il a démontré que la valeur durable naît d'une douce acceptation de sa propre douleur, et non d'un piédestal auto-érigé qui vacille à la première brise. Le second niveau, le cœur même du Tao. Il ne s'agit pas de vous aimer à grand renfort de fanfare, mais de cesser toute ingérence, à l'image d'un jardinier qui s'arrête de tailler sauvagement. Le Wu Wei, cette non-action qui n'est pas une inertie paresseuse, mais un flux naturel qui s'écoule sans lutter contre le courant. Imaginez-le comme un fleuve puissant qui ne se heurte pas aux rochers millénaires. Il serpente simplement, érodant les obstacles avec une patience infinie, sculptant des canyons majestueux au fil des éons. Appliqué à vous, vous vous ingérez depuis des décennies, corrigeant chaque mot des conversations quotidiennes comme un scénariste névrosé, scrutant vos propres gestes comme un censeur paranoïaque dans une dictature intérieure. Le sage murmure depuis les pages jaunies. Arrêtez, non pas pour paresser éternellement sur un divan, mais pour que l'authenticité puisse émerger sous le vernis des corrections obsessionnelles. Pensez à un enfant qui dessine avec des crayons de couleur. L'adulte corrige les traits irréguliers, mais le gribouillage libre capture une joie pure qu'aucune précision adulte ne saurait égaler. La troisième couche, la plus tranchante comme une lame de katana, connaître les autres est ruse. Se connaître soi-même est la vraie lumière. Lit-on au chapitre 33 du Tao Te Ching, gravé à l'encre indélébile. Mais se connaître soi-même n'est pas un inventaire exhaustif de défauts à corriger à la hâte. C'est observer sans arrière-pensée, tel un miroir ancien qui capture les nuages passagers sans les retenir ni juger leur forme. Voir sans altérer, laisser l'image se former d'elle-même. Dans cet acte, l'amour de soi se révèle non comme une conquête héroïque, mais comme un abandon joyeux. Puis revient comme un mantra visuel. Votre essence originelle n'implorait pas d'être sculptée par des mains ambitieuses. Elle était déjà suffisante, résiliente, vivante dans sa rugosité. Ce que vous avez sculpté pourrait être de l'insécurité, déguisé en noble ambition, des couches qui dissimulent une vitalité primordiale au lieu de la révéler. Imaginez un diamant brut sous terre,
La pression le forge, mais son éclat inné n'a besoin d'aucune facette humaine pour briller dans l'obscurité. Laissez-moi vous peindre une scène saisissante, tirée de mes propres ténèbres, comme une image fixe d'un film en noir et blanc. C'était un hiver rigoureux, le vent hurlant dehors comme des loups affamés, minuit enveloppant mon atelier d'un voile gris et impénétrable. La lampe projetait une lumière ambrée et lasse sur un carnet ouvert, ma plume griffonnant des confessions furieuses, des défauts récurrents comme de vieux fantômes revenant à l'aube, des routines à poncer sans relâche, des ombres tapies dans des habitudes sclérosées comme des racines pourries. La deuxième page brûlait sous l'encre fraîche lorsqu'un froid traître dans mes pieds me figea sur place. Ce fut comme un coup sourd dans un ciel clair. Depuis le début de ma vingtaine, il y a plus de 30 ans, j'avais tissé ces listes comme un tisserand obsessionnel, tissant des linceuls nocturnes d'autocritique qui m'enveloppaient comme des linceuls funéraires. Je fermais le carnet d'un clic sec et définitif. Il n'y eut pas d'épiphanie mystique, ni d'éclair divin. Seule une lassitude colossale et sincère, qui hurlait du plus profond de mon être, me pesait. 30 ans suffisent pour porter un jugement irréfutable. Et si ce sentiment d'inadéquation n'était pas un défaut congénital, mais l'épuisement total de me métamorphoser en un éternel étranger, un caméléon sans abri? Cette nuit-là, à la fois ridicule et libératrice, j'ai fui les applications comme des puits empoisonnés, débordant de fausses promesses. J'ai dormi sans armure, bercé seulement par le rythme brut de ma respiration. L'eau sereine ne cherche pas à refléter l'immensité du ciel. Dans son immobilité absolue, elle capture tout. Les nuages déchaînés et rugissants, les étoiles indifférentes et scintillantes, le passage erratique des bateaux au loin, leur lumière clignotante. C'est ainsi que fonctionne l'amour de soi taoïste. Non pas dans un atelier de restauration avec marteau et vernis, non pas dans des mantras récités comme des prières vides dans des temples commerciaux, non pas dans un soi adouci mois après mois par des thérapies express. Il s'agit de calmer la tempête intérieure incessante, de laisser le reflet émerger clair, sans distorsion. Sentez comment, dans les lacs montagneux de l'Himalaya, le miroir parfait de l'eau révèle les sommets enneigés, non par effort, mais par l'absence de rides. L'Everest se dresse majestueusement, sans que le lac ne s'efforce de améliorer son reflet. Voici votre unique appel à l'action, un pacte solennel entre nous, comme un serment sous la pleine lune. Choisissez une journée entière, 24 heures sans répit ni échappatoire. Lorsque la voix qui vous pousse à la correction surgira, et elle le fera telle une voleuse furtive dans la nuit la plus noire, murmurant « Tu aurais dû te taire pendant cette conversation. Lève-toi de ton lit paresseux. Mange sainement ou tu le regretteras. Sois irréprochable avec toi-même. Répondez-lui avec cette simple et tranchante dague. Je suis déjà entier, ici et maintenant, tel que je suis en cet instant fugace. Ne le ressentez pas avec une ferveur feinte. Proclamez-le simplement, comme un écho dans une grotte profonde. Cette journée ne sera pas un paradis édénique de sérénité instantanée. Ce sera un miroir cru et impitoyable, révélant des dizaines, peut-être des centaines d'auto-jugements en une journée ordinaire, comme des étoiles qui se lèvent dans le ciel diurne. Cette révélation seule brise la glace accumulée, amorce le dégel. Cela rappelle la fable de Zhuangzi, ce sage contemporain de Lao Tzu, narré avec la sérénité d'un fleuve éternel. Un homme terrifié par son ombre perfide qui le suivait comme un spectre maudit et par les empreintes qui trahissaient son passage
comme des preuves accablantes, résolus de fuir à tout prix. Il courait comme possédé par des démons, ses pieds volant sur un sol brûlant et épineux. Mais chaque foulée laissait une nouvelle marque, et l'ombre s'accrochait, fidèlement, moqueusement, indissociablement comme sa propre peau. Il accéléra jusqu'à l'ivresse, les poumons en feu, avant de s'effondrer, inerte, en poussière. Le narrateur conclut avec une compassion intense et manifeste. La patience sous un arbre feuillu aurait dissipé l'ombre en un clin d'œil. Le silence absolu, les empreintes envahissantes. Vous courez de la même manière dans votre labyrinthe moderne, des listes comme des pas frénétiques dans un désert sans fin, des livres de développement personnel comme des vents qui attisent les flammes d'une poursuite aveugle, fuyant votre propre personne pour vous réfugier dans le mirage scintillant d'une meilleure version. Vous laissez derrière vous une traînée d'efforts vains, des empreintes qui ne font que confirmer votre fuite. L'ombre ne disparaît pas dans une hâte suicidaire. Elle s'estompe dans une pause bienveillante, à l'abri d'un arbre patient. Mais creusons un peu plus, car cette vérité taoïste n'est pas une relique du passé. Elle résonne au cœur de votre vie. Prenons l'exemple de l'athlète olympique qui s'entraîne jusqu'à l'épuisement. Chaque record battu place la barre plus haut, transformant la victoire en un nouveau fardeau. Ou encore, celui de la mère qui élève des enfants parfaits, mesurant chaque étape avec une méticulosité obsessionnelle, oubliant les étreintes spontanées sous une averse. Dans les relations, le projet de soi mine l'intimité. Votre partenaire aspire à retrouver votre vulnérabilité, celle qui rit maladroitement aux blagues ratées et non le cadre parfait qui calcule ses répliques. Les études sur les relations le confirment. Les couples durables s'épanouissent dans la vulnérabilité partagée et non dans des façades impeccables. Élargissons l'expérience. Durant ces 24 heures, observez comment cette voix se multiplie dans les situations les plus banales. Sous la douche, jugeant les courbes du corps. Dans la cuisine, réprimant les envies impulsives. Dans les embouteillages, réprimandant une impatience passagère. Chaque « je suis assez » est un barrage contre le déluge. Au crépuscule, une résistance farouche surgira peut-être, telle une vague se brisant contre une falaise. Laissez-la faire, c'est le vieux gardien qui capitule. Au cœur de la nuit, dans le silence, une paix fragile pourrait s'insinuer, comme la brume matinale dans une vallée cachée. Retourne à ce miroir, cette fois, mais avec un regard neuf. N'emploie pas de grands mots, contemple simplement comme un garde forestier observant un cerf dans une clairière. Le visage de l'autre côté, des rides de bataille livrées dans des tranchées invisibles, des yeux témoins d'aubes sanglantes et d'abîmes insondables, un corps qui a porté des mondes entiers sur des épaules épuisées. Plus de tâches en suspens comme des chaînes, plus de projets d'amélioration comme de fausses cartes, plus de fardeaux ancestraux comme des sacs à dos débordants. Dans ce regard nu, sans l'irrépressible besoin de changer, tu trouveras l'amour que le Tao reconnaîtrait comme authentique, non pas un effort herculéen, mais une présence magnétique. L'eau calme, reflet de la lassitude du chemin tortueux. La faible lueur des lampes tardives qui vacillent comme des étoiles mourantes. 3 décennies d'efforts vains entrelacés de triomphes oubliés. Et l'observateur silencieux qui, dans son immobilité, murmure « assez » avec la force d'un coup de tonnerre lointain. Si un fragment de ce texte a touché votre âme au plus profond, laissez émerger votre vérité brute et authentique. Quand vous êtes-vous autorisé à simplement être, sans le fouet invisible de l'amélioration constante?
Ne cherchez pas de réponses polies comme de faux bijoux, seulement une honnêteté nue, comme l'écorce d'un arbre millénaire. Ici, on ne forge pas d'idoles d'argile creuse. On extrait les vérités éternelles de la terre fertile. Laissez-les résonner en vous. Laissez-les fermenter comme un vin dans une cave obscure. Le Tao ne promet pas de paradis immédiat, mais il offre un chemin où le fardeau s'allège, pas à pas, dans un abandon joyeux. Votre essence même brille déjà. Il suffit de dissiper les ombres qui la dissimulent. Imaginez, il est minuit, dans une pièce obscure. Seul le faible reflet d'un miroir éclaire votre visage. Vous vous penchez en avant, les mâchoires serrées comme pour déclarer la guerre à vos démons intérieurs, et murmurez fermement « Je m'accepte pleinement. Je suis assez. » Mais au fond de vos yeux, une ombre se dessine en un sourire amer. Vous savez que c'est un mensonge. Vous répétez ce rituel depuis des années, devant ce même miroir impitoyable, tandis que l'écho de vos mots se dissout dans le néant, ne laissant place qu'au silence accusateur du doute. Vous avez parcouru ce chemin aride, épuisant et interminable, dévorant des manuels de développement personnel comme un affamé à un festin désert, griffonnant des listes interminables de vertus à cultiver, dans des carnets qui s'empilent comme des tombeaux d'intentions vaines, récitant des mantras à l'aube tel un pèlerin en quête d'un salut illusoire. Vous avez tenté de vous sculpter de vos mains tremblantes, de polir chaque fissure, visible ou invisible, de forger une armure d'habitude impeccable qui brillerait sous le moindre examen. Mais un jour, dans le silence profond d'un ancien texte chinois, ayant survécu à des millénaires de guerre et d'oubli, une question surgit, vous laissant en ruine tremblante. Et si rien n'était brisé en vous, qui mérite une telle frénésie de réparation? Et si le poids véritablement écrasant ne résidait pas dans vos prétendus défauts, mais dans le ciseau rouillé que vous maniez sans relâche, tranchant la chair vivante? Si vous prenez une grande inspiration maintenant, en remplissant vos poumons d'air nocturne, vous connaissez sans doute ce combat viscéral. Pendant des décennies, nous avons traité l'amour-propre comme une matière scolaire impitoyable, avec des contrôles surprises à chaque tournant et des notes en suspens qui pèsent comme des chaînes, à la poursuite d'une version idéalisée de nous-mêmes qui brille au bout de 6 semaines d'efforts acharnés et de promesses illusoires. Mais permettez-moi d'être brutalement honnête dès maintenant. Je ne vous donnerai pas de plan magique en 10 points pour gonfler votre ego comme un ballon fragile. Je vais démanteler l'illusion architecturale qui vous retient prisonnier de vos propres cachots. Ceci n'est pas un baume superficiel pour l'âme meurtrie. C'est le témoignage brut, presque sanglant, de quelqu'un qui a gravi des montagnes de développement personnel pour découvrir que le sommet n'était qu'un mirage cruel, un château de cartes emporté par le vent. C'est le moment où vous soupçonnez, avec une horreur grandissante, que le verbe « réparer » est le poison le plus insidieux, déguisé en remède miracle. La machinerie du bien-être moderne, cette bête vorace d'algorithmes et de gourous mielleux, nous a injecté 3 poisons qu'il nous faudra extirper chirurgicalement, couche après couche. Le premier, l'idée que l'amour de soi est une compétence méticuleusement affinée, comme accorder un violon ancien ou mémoriser des gammes dans des chambres d'écho. Le matin, des affirmations enregistrées en boucle comme des disques rayés. Le soir, des carnets de gratitude dont les pages s'accumulent comme des trophées rouillés sur des étagères oubliées. Imaginez un musicien novice s'exerçant des heures durant, transpirant sur des cordes tendues, persuadé que la maîtrise s'acquiert par la répétition mécanique et l'usure du corps. Mais si l'amour de soi n'était pas un instrument que l'on joue avec des doigts agiles,
mais le silence sacré entre les notes où la mélodie authentique respire librement, sans partition oppressante. Pensez à un maître violoniste qui, épuisé par des gammes parfaites, laisse tomber son archet sur le sol poussiéreux. Dans ce vide soudain, une mélodie improvisée émerge, pure comme l'eau de source, affranchie de la tyrannie de la précision. La seconde illusion, tissée de filles d'or factices. Cet amour supposé vous propulse dans une version plus étincelante et plus mince de vous-même. Plus mince comme une statue grecque, plus efficace comme une machine bien huilée, plus zen comme un moine dans une grotte isolée. Un super-héros protégé du chaos déchaîné du monde extérieur. Visualisez-la comme un pont suspendu au-dessus d'un gouffre insondable, battu par des vents d'une violence inouïe. Votre moi actuel, chancelant et criblé de profondes fissures, tentant de traverser pour atteindre le rivage doré d'une perfection inaccessible. Mais franchissez ce pont périlleux et découvrez que le rivage n'est que le début d'un autre abîme, plus vaste et plus sombre. Chaque amélioration autoproclamée engendre une nouvelle norme, toujours plus élevée, une version de vous-même exigeant des sacrifices toujours plus grands. Un cycle vorace, comme une rivière qui accélère et dévore son propre courant impétueux. Cela rappelle le mythe intemporel de Sisyphe, condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher colossal en haut d'une colline, pour ensuite le voir redescendre dans la vallée avec un rugissement moqueur. Votre moi idéal est ce rocher implacable. Chaque sommet illusoire révèle une pente plus abrupte, et l'effort se multiplie sans relâche, transformant la vie en une fable tragique. Le troisième mensonge, le plus cruel et le plus blessant, tel un poignard empoisonné. Si vous ne vous sentez pas pleinement épanoui, c'est que vous n'atteignez pas la perfection. Toujours plus d'efforts, toujours plus d'applications qui clignotent comme des yeux vigilants, toujours plus de coachs qui hurlent du haut de leurs écrans lumineux, tels de faux prophètes. Tu n'es pas assez impliqué, bon à rien, clame-t-il à plein poumon. 3 décennies de ce dogme hypnotique, et les statistiques sur l'épuisement mental sont sans appel. L'anxiété monte en flèche comme la fumée des feux de forêt. La dépression comme un fléau silencieux qui dévore des générations entières. Dans les pays prospères, regorgeant de thérapies express, où les applications de pleine conscience sont téléchargées par millions comme une manne numérique, le taux de suicide chez les jeunes grimpe en flèche comme un brouillard toxique qui enveloppe des villes endormies. Il y a quelque chose de profondément nauséabond dans ce festin de promesses non tenues. Une puanteur qui imprègne l'air de notre ère hyper connectée. Remontez 2500 ans en arrière, jusqu'aux collines brumeuses de la Chine antique, sous un ciel lourd de nuages, voile d'un mystère éternel. Là, un sage nommé Lao Tzu, la plume de bambou tremblante à la main, inscrivait sur des rouleaux fragiles une vérité tranchante comme une épée forgée dans les feux divins. L'humanité n'a pas besoin de superflu. Elle doit se débarrasser de ce qui l'étouffe déjà comme une liane parasite. Avant de poursuivre sur ce chemin sinueux, faites une profonde pause. Respirez profondément. Sentez l'air entrer comme une rivière lente et bienfaisante, irriguant des vallées arides. Demandez-vous, au creux palpitant de votre poitrine, quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de vous asseoir seul avec vous-même, sans le bourdonnement assourdissant d'un agenda futur qui se profile? Pas une respiration volée entre 2 tâches qui s'accumulent comme des montagnes. Pas une sieste fugace avant la prochaine conquête obsessionnelle. Un moment pur et cristallin, où aucune version améliorée de vous-même ne rôdait, prête à vous juger d'un fouet invisible.
Si ce souvenir s'estompe comme la fumée dans la brise matinale, vous n'êtes pas seul dans le brouillard. Cette amnésie collective est le cœur même du malaise moderne, un vide que nous avons comblé par un bruit numérique assourdissant et des attentes que nous nous imposons, telles des chaînes de fer. Songez à l'amour-propre prôné par la télévision et les gourous du numérique. Un château grandiose que l'on bâtit brique par brique, ensanglanté. Des réussites éclatantes comme des tours vertigineuses perçant les nuages, des routines matinales comme des remparts impénétrables, un corps sculpté comme des douves protectrices grouillant de crocodiles. C'est une construction obsessionnelle, toujours en chantier, avec des échafaudages grinçants et la poussière des rénovations en cours flottant comme un brouillard toxique. Chaque progrès apparent révèle un nouveau défaut latent. Cette pièce a besoin de plus de lumière aveuglante. C'est elle d'un plafond plus haut qui semble déchirer le ciel. Le piège est subtil et mortel comme un poison à action lente. Plus on s'y consacre avec frénésie, plus on accumule de preuves d'un mécontentement vorace. Car le regard qui inspecte sans pitié, qui pèse le suffisant contre les insuffisants avec une balance trompeuse, ne s'éteint jamais, clignant comme un œil démoniaque. Ce regard n'est pas de l'amour tendre, c'est le bourreau déguisé en architecte bienveillant. Imaginez un peintre obsédé par son immense toile. Chaque coup de pinceau rehausse la peinture de couleurs vibrantes, mais une critique intérieure le force à gratter avec colère couche après couche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la toile nue. Paradoxalement, intacte et pure dans son vide originel. Imaginez un fonctionnaire implacable tapi au plus profond de votre esprit, un bureaucrate aux lunettes embuées par l'anxiété. Un dossier sous le bras, tel une arme bureaucratique, travaillant sans relâche dans le bureau gris et infini de votre psyché. À l'aube, avant même que vos paupières ne s'ouvrent complètement, il déplie déjà son dossier quotidien avec une efficacité robotique. Répondre au courriel avec une précision chirurgicale en supprimant les mots superflus. S'entraîner à la salle de sport jusqu'à l'épuisement.